Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire de votre magazine. Nous retrouvons l'interview commencée dans notre dernière édition d'Ophir Brori, un éco-activiste en première ligne du combat contre le trafic d'animaux sauvages en Afrique. Son réseau mène des enquêtes dans le monde de la criminalité et de la corruption pour sauver les espèces menacées. Toutes nos équipes de militants sont des Africains de chaque pays, des patriotes, des gens qui voient cela. Notre travail, non pas comme un travail, mais comme une mission. Direction Accra est un lieu encore rare en Afrique, une bibliothèque dédiée aux auteurs africains et de la diaspora pour faire apprécier leur contribution à la littérature mondiale. C'est le principal espace de la bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et dans cet espace ici, nous avons des livres principalement écrits par des écrivains d'origine africaine. Coup de projecteur sur le cobra, un serpent redouté mais très recherché pour son venin aux propriétés médicinales. Je travaille avec les laboratoires de reptiles depuis 25 ans. Je leur fournis depuis ce temps-là les différents types de venins que je récolte auprès de dizaines de reptiles ou d'arachnides très différents. Les scorpions, les vipères ou les cobras. La semaine prochaine, le 7 novembre, le continent marque la journée de l'écrivain africain. C'est une occasion de célébrer la littérature et ceux qui la font vivre. Une nouvelle génération d'écrivains africains célébrés dans le monde entier, mais aussi des passionnés. À Accra, l'anglo-ghanéenne Sylvia Arthur a eu l'idée de développer sa collection personnelle, une bibliothèque de 4000 ouvrages pour rendre hommage à la contribution du continent à la littérature mondiale et encourager les jeunes auteurs. Notre journaliste John Awotwi a visité ce lieu exceptionnel. Regardez. La scène littéraire en plein essor du Ghana a reçu une impulsion significative avec l'introduction de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine au cœur d'Accra, fondée par l'écrivaine ghanéenne britannique Sylvia Arthur en tant que première bibliothèque offrant un modèle d'abonnement au Ghana. Au Ghana, l'accès aux livres culturellement pertinents est limité. Par culturellement pertinent, je veux dire des livres qui reflètent les gens qui les lisent. Nous sommes donc une bibliothèque qui se concentre sur les livres d'écrivains d'origine africaine, donc de descendance africaine, afro-américaine, caribéenne, noire britannique et noire européenne. Et lorsque les gens lisent des livres pour enfants et adultes, ils ont le sentiment que c'est quelque chose auquel ils peuvent s'identifier en termes de contenu, mais aussi esthétiquement s'il s'agit d'un livre pour enfants. C'est quelque chose qui n'est pas séparé de qui ils sont. Je pense qu'au Ghana, la lecture est considérée comme une activité assez académique. Et l'idée derrière une bibliothèque comme celle-ci, où l'accent est mis sur la fiction littéraire et la non-fiction narrative, est d'amener les gens à lire pour le plaisir ainsi que pour les études. Sylvia Arthur est une collectionneuse de livres avec plus de 4000 livres dans sa collection personnelle. Sa collection comprend quelques très rares livres dédicacés par Kwame Nkrumah. Donc dans cette vitrine ici, nous avons des livres qui sont rares ou épuisés et dédicacés, et ils sont très difficiles à trouver aujourd'hui. L'un d'eux est mon autobiographie, signée par Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana en 1963. Et il a été dédicacé à Menem Williams, qui était le gouverneur du Michigan aux États-Unis et un grand défenseur de l'indépendance africaine à ses côtés. Nous avons une lettre signée par le secrétaire de Kwame Nkrumah à l'époque, qui s'appelait Michael D. Anang, et Michael D. Anang était un écrivain et un poète à part entière. Et voici aussi l'un de ses livres qui s'appelle Ghana Resurgent. Et juste à côté du livre de Michael D. Anang, nous avons le livre de Menem Williams, L'Afrique pour les Africains, qui a été écrit par le gouverneur du Michigan à l'époque. Et c'est à lui qu'est destiné le livre signé par Kwame Nkrumah. Il le lui a dédicacé. Nous avons toute une collection de première édition signée par Aikwe Armah, le célèbre écrivain ghanéen Aikwe Armah, probablement mieux connu pour son livre de 1968, L'âge d'or n'est pas pour demain. Je l'appelle le chinois Achebe du Ghana. Mais ces livres sont très difficiles à trouver et il est encore moins facile d'en trouver les premières éditions. Et donc nous avons toute une collection là-bas. Et puis ci-dessus, sur la vitrine ici, nous avons L'Enfant noir de Kamara Lai, l'écrivain guinéen. En 2017, elle a commencé la bibliothèque avec sa collection de livres personnels d'environ 1300 livres afin de rendre ses œuvres rares accessibles aux Ghanéens.
La bibliothèque dessert actuellement un large éventail de clients qui comprennent des professionnels, des élèves, des étudiants universitaires et, chose assez intéressante, certains musiciens. C'est le principal espace de la bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et dans cet espace ici, nous avons des livres principalement écrits par des écrivains d'origine africaine. Et ce que nous entendons par là, ce sont les écrivains africains, afro-américains, caribéens, noirs britanniques, noirs européens, etc. Donc ici, nous avons notre plateau d'écrivains africains et nous avons des livres d'écrivains de 41 des 54 pays au centre du plateau des écrivains africains. Nous avons une importante collection d'écrivains ghanéens que j'ai travaillé très dur pour construire ces dernières années. Ici, nous avons notre plateau des écrivains des Caraïbes et nous avons des livres d'écrivains de nombreuses îles des Caraïbes également. Mais encore une fois, nous nous efforçons vraiment d'obtenir des livres de toutes les parties des Caraïbes. Nous avons des écrivains de la Martinique, de la Guadeloupe, de Trinité et Tobago, d'Haïti, de la Jamaïque, etc., etc. De ce côté-ci, ce sont des écrivains noirs britanniques et d'écrivains noirs européens. Et puis, nous avons la section politique en termes de politique africaine et afro-américaine et caribéenne. Ensuite, nous avons des écrivains afro-américains. Et enfin, il y a une petite étagère juste là-bas qui concerne des écrivains du monde. C'est donc la seule étagère dans cet espace réservée à des ouvrages d'écrivains qui ne sont pas d'origine africaine. Avec sa bibliothèque, Sylvia entend soutenir la croissance de la scène littéraire du pays, qui est actuellement en difficulté. Dans sa bibliothèque, elle organise parfois des séminaires et des ateliers pour les écrivains et autres créateurs littéraires, transformant son espace en un environnement collaboratif où les écrivains et bibliophiles ghanéens peuvent communier. L'une des façons dont nous essayons de contourner la réticence des gens à lire est que nous organisons un certain nombre d'événements dans cet espace. Nous avons des concerts, nous avons des événements de style stand-up, nous avons des projections de films. Nous organisons une tonne d'événements qui amènent les gens à la bibliothèque afin qu'ils ne viennent pas nécessairement ici pour les livres au départ. Mais une fois qu'ils arrivent ici, ils voient tous ces livres. Qui est cet écrivain? Qu'ont-ils écrit? Pourquoi l'ont-ils écrit? D'où viennent-ils? Je pense donc que plus vous faites des choses qui ne sont pas nécessairement directement liées au livre, mais qui attirent les personnes, plus vous avez de chances d'amener ces personnes à s'intéresser au livre. La bibliothèque fonctionne sur un modèle d'abonnement. Les membres payent environ 8 $ par mois pour emprunter 2 livres à la fois. Les enfants payent 3,50 $ et peuvent prendre 4 livres. Fawziatou Moro, étudiante diplômée de l'Université du Ghana, est la marraine de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et au cours des 2 dernières années, elle a trouvé que la bibliothèque était une aide à son travail académique ainsi qu'à ses intérêts en tant qu'écrivain de fiction. Je me vois écrire au-delà des travaux académiques que j'écrirais habituellement si je vais dans le milieu universitaire. Je me vois écrire des non-fictions créatives, mais je suis presque tout le temps confrontée aux faits. C'est pourquoi il m'est très difficile de passer des faits à la fiction. Me trouvant ici, j'ai été initiée à de nombreuses formes de non-fiction créative qui ont élargi ma compréhension du genre et comment, en tant qu'historienne qui traite des faits, je peux manœuvrer pour les contourner et produire également une non-fiction créative. Alors oui, j'aspire à écrire et je pense qu'ici, c'est le cadre idéal pour moi. La plupart des gens qui viennent dans cette bibliothèque, qu'ils soient membres de clubs de lecture, qui s'intéressent uniquement aux livres et qui veulent être dans cet espace, je dirais que ce sont principalement des femmes. Je dirais aussi que si vous pensez aux écrivains ghanéens contemporains d'aujourd'hui, comme Ayesha Aruna Atta, Bisi Adjapon, Nana Ekwabrou Amund, ce sont aussi des femmes. Donc je pense que les femmes sont en fait assez prolifiques sur la scène de la littérature du Ghana. Je ne pense pas qu'il y ait un déséquilibre entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le fait qu'ils soient écrivains ou en termes de production éditoriale. Je pense que c'est assez uniformément réparti en ce moment. Et évidemment, une des raisons principales à cela est que nous avons des gens comme Ama Ata Aidou et Foi Sutherland, tous ces gens qui sont des pionniers, qui ont ouvert la voie. Et donc, ils ont définitivement laissé un grand héritage. La bibliothèque est bien placée pour avoir une influence positive sur la littérature, encore plus si elle est liée au continent. Et qui sait, le rayonnement de la bibliothèque d'Accra inspirera peut-être d'autres amoureux de la littérature en Afrique. Je vous le disais en titre, notre invité du jour, cette semaine encore, est au cœur de la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Sa mission est de débusquer la corruption et les réseaux criminels, et son moteur, c'est la survie durable des grands singes, des léopards et des éléphants du continent,
pour lesquels une course contre la montre est engagée. Il s'est confié à notre journaliste Edwin Kariuki qu'il a rencontré à Nairobi. Vous luttez contre des réseaux très puissants avec beaucoup d'argent à dépenser pour leur défense. Oui, et je pense qu'il ne s'agit pas seulement de dépenser de l'argent ou de se défendre. La défense est assez simple. Mais le crime organisé, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, investit ses revenus illicites dans la complicité, en toute impunité. Maintenant, comment achetez-vous l'impunité? Vous ne soudoyez pas quelqu'un à un moment donné. Vous vous alliez avec les personnes les plus puissantes du pays afin qu'ils deviennent une partie de votre réseau. Donc, si je vais donner des exemples de certains des grands syndicats criminels que nous parvenons à démanteler dans certains de ces pays, je dirais qu'il était clair que les autorités supérieures étaient ancrées au sein de leur organisation criminelle, qu'elles étaient payées et qu'elles en faisaient partie intégrante. Et c'est pourquoi nous devons frapper cette couche habilitante de corruption. Vous savez, lorsque j'ai mentionné qu'il n'y avait aucune poursuite en matière de trafic de faune dans la plupart de ces pays, quand nous essayons d'analyser cela, nous nous rendons compte que lorsqu'un braconnier est arrêté, ce braconnier est libéré le lendemain. Et vous vous demandez pourquoi? C'est un simple braconnier. En fait, ce braconnier n'était qu'un petit soldat d'une bien plus grosse machine. Et cette plus grosse machine avait derrière elle les puissants, les riches, que ce soit le niveau politique, le niveau gouvernemental, l'armée, la police militaire. C'est ainsi que ces réseaux criminels, ces syndicats fonctionnent. Ils achètent l'impunité. Donc, l'idée qu'il s'agisse d'un pot de vin isolé ou d'un paiement accessoire lorsqu'ils sont pris est fausse. Pour plus de 2500 grands trafiquants que nous avons mis derrière les barreaux, la situation est claire. La corruption est le principal obstacle à l'application des lois sur la faune. Et nous devons lutter contre la corruption si nous voulons sauver ces animaux en danger. Chacun d'eux, éléphants, lions, léopards, grands singes, ont une horloge qui tourne. Et nous avons régulièrement de nouvelles recherches scientifiques nous disant « Non, il leur reste 10 ans avant qu'ils ne disparaissent. » L'extinction est réelle. Et nous le voyons également au niveau national. Nous avons des pays qui avaient des éléphants et ils les ont déclarés éteints pendant que nous travaillons encore sur ces problèmes. Le rhinocéros noir du Nord était un rhinocéros qui existait en Afrique centrale. J'ai encore vu les dernières cornes de rhinocéros de cette espèce traverser la frontière dans ce commerce illégal international. Mais à l'époque où nous travaillons encore, il a été déclaré éteint. L'extinction est réelle. Nous le voyons. Et surtout, les jours sont comptés. C'est une guerre. Et nous sommes en train de perdre cette guerre. Alors que l'application des lois ne s'améliore pas, ce que nous constatons, c'est que les réseaux criminels ont définitivement le dessus. Et nous, en tant que groupe d'activistes, essayons non seulement de les rechercher, mais nous avons également montré au gouvernement du monde entier ainsi qu'aux acteurs de la conservation que nous devions nous concentrer de manière urgente sur cela. Il faut se retrousser les manches et commencer à combattre ce crime organisé, le trafic plutôt que les braconniers. Et surtout, combattre cette corruption et ne pas trouver des excuses, car c'est leur travail. Y a-t-il plus d'inquiétude de la part du public et de la société civile africaine au sujet de ces réseaux criminels liés au trafic de la faune? Souvent, lorsque les gens sont au courant de notre travail, ils voient ceux qui sont arrêtés. Et ils se disent « Wow, les Africains sont vraiment mauvais » s'ils ont laissé leur faune être complètement massacrée comme cela. Mais en fait, toutes nos équipes de militants sont des Africains de chaque pays, des patriotes, des gens qui voient cela. Notre travail, non pas comme un travail, mais comme une mission. Des gens qui luttent contre toute attente, contre les menaces de mort, les menaces politiques,
les menaces légales. Et pourtant, ces militants se battent. Ils sont sur le front et vont eux-mêmes mettre ces trafiquants derrière les barreaux. Donc, pour nous, pour moi, notre travail est une fierté pour l'Afrique. Et il est important pour l'extérieur de comprendre que ce combat est un combat africain. Ce sont des jeunes qui se lèvent et disent qu'ils en ont assez des réseaux criminels, des syndicats criminels internationaux qui exploitent notre nature et d'autres ressources d'ailleurs. Ce n'est pas seulement la nature. Trop, c'est trop. Et ils risquent leur vie chaque jour pour les arrêter. Et je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre. Il y a une jeune génération d'Africains qui disent stop à la corruption, stop à la complicité, qui vont permettre aux forces étrangères d'extraire et de prendre et de diffuser nos ressources naturelles. Nous voulons préserver l'Afrique pour la prochaine génération. Et c'est un tournant, en fait, parce que l'histoire est très récente quant à la façon dont l'Afrique conserve ses ressources naturelles. Et je suis optimiste, pas parce que nous sommes en train de gagner ce combat, parce que nous en sommes encore assez loin, mais le crime organisé et la corruption sont des forces puissantes. Parfois, je le prends vraiment à cœur et je peux dormir la nuit, car là, je trouve mon optimisme, car je sais que je peux continuer en pensant à une nouvelle génération d'Africains qui essaie de changer cela. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Il est considéré dans certaines cultures africaines comme un animal sacré, symbole du magique et du spirituel. C'est le cobra, l'un des serpents les plus dangereux de la planète. En Égypte, on s'intéresse au potentiel médicinal des produits dérivés de son venin, mais pour l'extraire, il faut d'abord le capturer. C'est ce que fait ce chasseur de serpents et de scorpions que notre journaliste a rencontré. Regardez. Nasser Tolba vit à Abu Rawak, un village proche des pyramides de Gizeh. Il est l'un des chasseurs de serpents le plus connu de toute l'Égypte. À 52 ans, il est devenu en 25 ans le plus grand fournisseur de venin pour les laboratoires du Caire. Les Tolba, c'est toute une famille qui chasse les serpents et autres scorpions de père en fils. Ils sont les seuls à fournir le venin au laboratoire du Caire. Je travaille avec les laboratoires de reptiles depuis 25 ans. Je leur fournis depuis ce temps-là les différents types de venins que je récolte auprès de dizaines de reptiles ou d'arachnides très différents. Les scorpions, les vipères ou les cobras. Ce sont des petites bêtes connues en Égypte. 3 fois par semaine, notre chasseur livre son butin de chasse, des serpents et des scorpions, dans ce laboratoire du Caire. Avec sa devise, qu'importe l'animal, pourvu qu'on ait le poison, le laboratoire et les chercheurs de Sérum Égypte se sont taillés une renommée mondiale. Le laboratoire du Caire est l'un des plus connus dans le monde dans la recherche biologique et l'utilisation des venins pour cela. Les plus grands chercheurs et biologistes spécialisés dans la recherche sur les venins sont ici, en Égypte. Le venin ne sert pas uniquement à la fabrication de sérum. Il entre dans la composition de très nombreux médicaments utilisés contre les crises d'apoplexie et les infarctus. Dans ces locaux, les chercheurs réalisent la transformation et la mise en flacon du venin. Il sera ensuite exploité dans les usines pharmaceutiques.
يعني مثلا زي الحي القرع أو السيراسيس فايبر دي بتديني كميات قليلة جدا جدا. Les quantités de venin récoltées auprès des reptiles et des arachnides sont très infimes. C'est ce qui fait que le prix de ces venins sont très élevés. En fonction de la qualité de venin et du type de reptile duquel on l'a extrait, le prix peut aller du simple au double. ممكن يوصل ل 20,000 ممكن يوصل ل 50 ممكن يعني حسب نوع السيراسيس فايبر نفسها. Malgré la richesse de l'Égypte en reptiles, le commerce du venin et son exportation vers l'étranger restent très faibles. Les ventes ne dépassent pas 150 000 € par an. Et l'exportation annuelle des serpents vers les pays du Golfe, les États-Unis et l'Europe, pour l'industrie pharmaceutique, n'atteignent que 4 millions d'euros. Faute d'une industrie de transformation performante, les Égyptiens laissent passer une belle opportunité de plus-value, d'autant plus que les scientifiques viennent de mettre au point un analgésique dérivé du venin de cobra royal, dont les propriétés antidouleurs seraient plusieurs milliers de fois plus puissantes que celles de la morphine. Mieux, les recherches sur le venin pourraient bien conduire à la fabrication d'un nouveau médicament contre le cancer. Les serpents de Nasser Tolba n'ont pas fini de nous étonner. Nous retrouvons Ophir Adrori pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il explique à notre journaliste Edwin Kariuki comment les liens entre le trafic d'animaux sauvages et le crime organisé peuvent menacer la santé humaine. Faudrait-il plus d'implication vu que votre organisation a dévoilé de nombreux liens entre le trafic d'espèces sauvages et la criminalité internationale? En effet, nous parlons de crime organisé. Et le crime organisé ne se limite pas au trafic d'espèces sauvages. Tant de fois nous avons des opérations d'arrestation dans lesquelles nous voyons ces liens. Qu'il s'agisse de trafic de drogue, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, etc. Je vais vous donner un exemple des opérations d'arrestation que nous avons menées cette année. Ces derniers mois au Cameroun, à 2 reprises, 2 opérations d'arrestation différentes avec les autorités ont heurté le lien entre le trafic d'espèces sauvages et le commerce illégal de restes humains, de squelettes humains. Et en fait, dans ces 2 opérations de répression, 2 réseaux différents ont été stoppés. Cela a commencé à partir de nos enquêtes sur l'ivoire, mais 2 réseaux criminels différents ont été arrêtés. Faisant le commerce illégal de restes humains dans une des opérations, c'était assez impressionnant. Les trafiquants tenaient 2 valises à roulettes et chacune d'elles contenait le squelette d'un être humain avec encore des cheveux sur la tête. Et lorsque nous faisons cela, nous comprenons que nous sommes en mesure, grâce à notre travail avec les gouvernements, d'aider non seulement à trouver des crimes contre les espèces sauvages, mais aussi à tenter d'aider dans d'autres crimes, inconnus ou non traités. Et nous essayons d'apporter notre aide à cela. Les cybercriminels sont un autre cas, par exemple. Ainsi, le commerce illégal est souvent lié à cette cybercriminalité. Et nous sommes en mesure d'aider ces pays dans certaines des toutes premières arrestations de cybercriminels et de faire avancer l'application de la loi sur les espèces sauvages et le système judiciaire. Et c'est là où cela jouera un rôle beaucoup plus important. C'est donc ce qui apporte le plus de satisfaction lorsque nous pouvons lutter contre le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, la cybercriminalité, le commerce illégal de restes humains dans le cadre de notre travail. Et c'est parce qu'un crime est un crime que les trafiquants d'espèces sauvages sont des criminels. Crime is crime, and wildlife traffickers are traffickers first and foremost. Parlez-nous des effets de ce trafic illégal sur la santé humaine. So what is astonishing for me is that nowadays we're all affected by COVID-19. Donc, ce qui est étonnant pour moi, c'est que de nos jours, nous sommes tous affectés par la Covid-19. Cela affecte nos vies, cela a changé nos vies de bien des façons. Et les gens ont tendance à oublier que tout a commencé avec le commerce illégal d'animaux sauvages. Nous savons tous qu'il est originaire d'une chauve-souris, et les chercheurs trouvent des espèces d'ellipses, une espèce qui est le pont entre les chauves-souris et les êtres humains. Et devinez quoi, ce sont les pangolins, ces mêmes pangolins dont nous étudions les écailles depuis tant d'années. Et en fait, dernièrement, il y avait un pangolin revendu depuis le Gabon. Dans ce pangolin,
il y avait des traces de Covid-19. And in that pangolin, there was traces of COVID-19 in the same illegal trade that we've been fighting. People tend to forget that. Dans le même commerce illégal que nous combattons, les gens ont tendance à oublier que, eh bien, de notre point de vue, nous collaborons plusieurs fois avec des chercheurs en pandémie depuis des années, car beaucoup d'entre eux comprennent que la prochaine pandémie va provenir de l'une de ces espèces. En fait, les chercheurs nous disent qu'il existe actuellement plus de 15 millions de virus inconnus chez les animaux sauvages. 15 millions. Il est donc clair pour tous les chercheurs que c'est vraiment de là que viendra la prochaine pandémie. Du commerce illégal, de la manipulation de la viande de singe, de la manipulation de la viande de pangolin, de nombreux autres animaux sauvages. C'est de là que nous envoyons ces 15 millions de virus aux humains. Et ce n'est pas seulement un problème africain, ce n'est pas seulement un problème chinois. Cette viande de brousse, la viande d'animaux sauvages, arrive illégalement dans les capitales du monde entier, que ce soit Washington DC, que ce soit Paris, que ce soit Bruxelles ou Londres. Il y a des communautés qui vivent dans ces capitales et ailleurs bien sûr, qui ont une demande de viande sauvage et qui s'en procurent illégalement. Il y avait des recherches en cours, décrites, mesurant cela en tonnes, des tonnes par semaine pour chacun des endroits que je viens de mentionner. Il est donc important de comprendre que le commerce illégal d'espèces sauvages et les risques pour la santé ne sont pas un problème africain ni un problème chinois, mais un problème mondial. Et nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer la situation, en renforçant l'application des lois dans nos pays, que ce soit l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, mais aussi l'Europe. Enfin, nous ne résistons pas à vous demander qu'est-il arrivé au petit chimpanzé appelé Future que vous aviez recueilli. Oui, je pense toujours à Future, le bébé chimpanzé qui a tout déclenché et m'a forcé à rester et à créer la première ONG de lutte contre le trafic de la faune sauvage au monde. Future est resté avec moi pendant quelques mois, comme mon bébé chimpanzé orphelin qui m'a trouvé en tant que mère et père. Et en fait, tout comme un bébé, j'avais l'habitude de changer ses couches. J'avais l'habitude de le nourrir avec le biberon. Et il a dormi sur ma poitrine, se réveillant parfois avec des cauchemars, parce que les chimpanzés rêvent. Et il a des cauchemars du massacre de sa famille. Et ensuite, il a commencé à m'imiter et à penser qu'il était un être humain, à commencer à marcher sur deux jambes, à aimer ce que j'aime, à dormir comme je dormais. Il avait l'habitude d'ouvrir les fenêtres, comme j'aime laisser mes fenêtres ouvertes. Et à ce moment-là, il y a eu une place qui lui a été trouvée dans le sanctuaire des bébés chimpanzés, où plusieurs de ces orphelins ont été réunis en un nouveau groupe. Et maintenant, Future est le mâle alpha de son groupe. Il est le chef de son groupe et je suis un fier papa. Et il y a des plans pour rebâtir ce groupe, le renvoyer dans la nature, retourner dans la forêt avec tous les risques qui y existent. Et j'espère qu'un jour, Future pourra redevenir un chimpanzé sauvage et conduire sa nouvelle famille. Pas moi, mais sa famille, la vraie famille de chimpanzés, dans la nature, dans les forêts d'Afrique centrale. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Vimeo, YouTube, LinkedIn et Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show et nous suivre également sur notre compte Twitter @AfricaShows. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.